Nous allons maintenant rencontrer celles et ceux qui vont inventer la génétique de demain. Nous allons donc vous proposer des échanges absolument passionnants entre donc la doyenne de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes et 3 jeunes médecins donc qui souhaitent s'engager dans une carrière hospitalo-universitaire et qui ont pour projet donc de travailler sur la génétique. Je vous demande donc d'accueillir et d'applaudir Madame Isabelle Lafont, donc qui est professeure en médecine physique et de réadaptation, doyenne de la faculté de médecine de Montpellier-Nîmes, présidente de la conférence donc des doyens de médecine. Elle est accompagnée donc de 3 jeunes médecins, comme je vous le disais, donc le docteur Fabien Blanc, qui est donc ORL, pédiatre au CHU de Montpellier. C'est un spécialiste de la surdité et il est également chercheur INSERM à l'Institut des neurosciences de Montpellier. Il est accompagné donc de Aïsté Lengvenité, donc qui est psychiatre au département d'urgence et de post-urgence au CHU de Montpellier, affilié à l'Institut de génomique fonctionnelle. Et enfin, Chloé Magnan, qui elle est microbiologiste, praticienne hospitalo-universitaire au sein du service de microbiologie et d'hygiène hospitalière du CHU de Nîmes, également co-responsable scientifique du plateau génomique microbienne. Et pour animer ces échanges, Mathilde Gardin, rédactrice en chef du Point. Mathilde, nous sommes très heureux de vous accueillir pour animer ce très très beau débat et tout apprendre de ces formidables médecins qui vont travailler sur la génétique demain. Bonjour à tous, merci d'être là. Nous sommes ravis de vous accueillir tous les 4. Ma première question, elle va s'adresser à vous, Madame la doyenne. Chaque année, vous accompagnez des jeunes médecins-chercheurs qui s'engagent dans des carrières hospitalo-universitaires. Comment vous concevez ce rôle ? Et est-ce que vous pouvez nous dire pourquoi vous avez choisi d'inviter ces 3 jeunes chercheurs dont on verra le parcours un petit peu plus tard ? Merci beaucoup Mathilde. Alors, à moi de vous remercier de m'avoir donné l'occasion d'intervenir aujourd'hui. Je suis vraiment très heureuse d'être là, puis d'être là avec eux et avec elles. La vie de doyenne, c'est une vie qui est dense et un métier que j'aime beaucoup. Et dans la vie de doyenne, il y a des moments extraordinaires qui sont ces moments où je rencontre des jeunes qu'on appelle, nous, nos jeunes pousses. Donc les doyens, on a des pépinières. Ces 3 jeunes personnes font partie de la pépinière de Montpellier-Nîmes, qu'on accueille, qu'on accompagne à travers, bien sûr, ce que nous, on peut faire comme doyens, mais également avec le conseil pédagogique, le conseil scientifique de la fac, pour construire avec eux leur carrière hospitalo-universitaire. Et ces moments de rencontre, ils ne sont pas très fréquents, mais ils sont avec tous. Ça permet de voir à travers ce qu'ils me racontent, ce qu'ils m'expliquent, à quel point ils font à travers leurs activités de recherche, ils dessinent les contours de la médecine de demain. Et c'est pour ça que cette table ronde qui va exprimer pourquoi la génétique est au cœur finalement de l'évolution de la médecine, c'est une discipline fondamentale qui est extrêmement importante et qui fait partie des projets de recherche de beaucoup d'autres spécialités qui ne sont pas la spécialité de génétique, puisque ces 3 médecins ne sont pas généticiens. On va revenir en détail sur vos parcours et donc justement, oui, il est essentiel de rappeler que la génétique occupe aujourd'hui une place centrale dans la médecine, même pas la médecine de demain, déjà la médecine d'aujourd'hui. Aujourd'hui, la génétique n'est plus un domaine réservé à quelques spécialistes. Elle est vraiment incontournable. Madame la doyenne, comment vous percevez cette évolution de la génétique, justement, et la médecine de demain pourrait-elle se passer de génétique, et comment faire pour qu'elle devienne un outil au service de tous les patients ? Alors, elle l'est déjà à travers la recherche. Elle l'est peut-être un peu moins dans la pratique quotidienne, mais elle est en train de le devenir. La génétique, ça fait partie de ces disciplines fondamentales qui sont vraiment au cœur de l'évolution. C'est pour ça qu'une faculté de médecine s'intègre dans une université, dans un écosystème, et à Montpellier, on est très bon sur l'écosystème recherche en santé, dans lequel il y a des chercheurs qui sont dans des disciplines autres que les disciplines médicales, parce que la recherche en biologie santé, elle ne peut être qu'interdisciplinaire. Et c'est la magie d'être doyen dans une très grande université, comme c'est mon cas.
Je vous remercie. Je me tourne vers vous maintenant, Fabien, Aïsté et Chloé. Est-ce que vous pouvez chacun vous présenter brièvement et nous dire votre parcours et votre projet de recherche et nous expliquer ce qui vous a convaincu de vous engager dans ce parcours et en quoi vos recherches intègrent la génétique. Je vous laisse la parole, Fabien. Bonjour à tous, je suis ravi aussi d'être là. Je remercie beaucoup Madame la doyenne de nous avoir invité à être présent. Donc moi je suis ORL pédiatre, je travaille, je prends en charge toutes les pathologies de l'enfant en ORL et puis spécifiquement beaucoup de problèmes de surdité. Et je suis également chercheur à l'Institut des neurosciences dans une équipe qui s'occupe uniquement des problèmes d'audition. La surdité, en fait, c'est un symptôme qui est une baisse auditive. Ça ne nous dit pas quel est le diagnostic précis. En fait, il y a différents types de surdité. Certaines sont liées à un problème de transmission du son, et puis d'autres vont être liées à un problème d'oreille interne, lié à des anomalies au niveau des cellules sensorielles qui vont être capables de transformer les vibrations sonores en une information électrique pour le cerveau. Et parmi ces surdités neurosensorielles, chez moi, donc moi je travaille chez l'enfant, en fait ces surdités neurosensorielles sont à 60 ou 80% causées par des mutations génétiques. Donc il y a en fait 120, 140, 160 gènes qui peuvent être responsables de surdité et on arrive à en identifier de plus en plus grâce au progrès de la génétique. Et puis là ce qu'on comprend en fait c'est que à partir d'un symptôme qui est la surdité, on arrive en fait à une grande diversité de différents diagnostics précis génétiques impliquant des centaines de gènes différents. Et donc vous travaillez sur des thérapies géniques qui pourraient permettre de traiter ces surdités. Voilà, alors moi spécifiquement, je m'intéresse à comment, une fois qu'on a identifié les mutations génétiques qui causent la surdité, comment on peut traiter cette surdité. Actuellement, un enfant qui naît avec une surdité génétique, on n'a pas de traitement à lui proposer. On va essayer d'amplifier l'information sonore avec des appareils auditifs, avec des prothèses auditives. Quand ça ne marche pas, quand ça ne suffit pas, il y a l'implant cochléaire qui permet de stimuler directement le nerf auditif. Mais ce ne sont pas des traitements. L'audition avec ces méthodes-là n'est pas une audition normale. Et en fait, depuis 2019, il y a eu les premières preuves précliniques qui ont montré qu'il était possible de traiter avec des médicaments de thérapie génique certaines de ces mutations génétiques. Donc moi, je développe des outils qui nous permettent de réaliser cela en appliquant des médicaments de thérapie génique de façon très spécifique. Merci beaucoup, Fabien. Aïsté, est-ce que vous voulez nous dire sur quoi vous travaillez? Vous êtes psychiatre. Je vous laisse la parole. Ouais. Bonjour, donc je m'appelle Aïsté Lengvenité, je suis psychiatre et praticienne hospitalière dans les services des urgences et post-urgences psychiatriques au CHU de Montpellier, où on s'occupe principalement des personnes en crise suicidaire. Et en parallèle de tout ça, je mène des recherches sur les bases biologiques des conduites suicidaires, essayant de mieux comprendre pourquoi certaines personnes sont ou deviennent plus vulnérables que d'autres pour éventuellement pouvoir identifier des personnes à risque de crise suicidaire. Ce qu'on sait, il faut revenir sur le suicide. Le suicide, c'est un phénomène très complexe. Il n'y a pas de cause unique de suicide. C'est un phénomène complexe qui intègre des facteurs socio-psychologiques et biologiques. Et la génétique fait partie de cette complexité. Les bases des données ou des études familiales ont montré que le suicide est à moitié héritable, mais de grands consortiums maintenant internationaux ont montré qu'il s'agit plutôt de risques polygénétiques. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de petits multiples variations génétiques qui s'additionnent pour augmenter ce risque de suicide. Et en regardant les fonctions de ces gènes, ce qu'ils font dans notre corps, on peut voir qu'il y a certains systèmes comme le système immunitaire, réponse au stress, neurotransmetteurs qui sont impliqués dans les risques suicidaires. Mais ça ne suffit pas à expliquer et surtout à prédire qui va tenter de se suicider ou surtout quand. Et c'est là où intervient l'environnement et l'épigénétique, parce que nous savons maintenant de plus en plus des études montrent qu'il y a
des stress dans notre vie, surtout les stress précoces, par exemple l'abus dans l'enfance, qui peut modifier l'expression des gènes. Ça veut dire que les génotypes ne changent pas, les codes ne changent pas, mais comment on lit ces génotypes, comment ça s'exprime dans notre vie ou même dans la future génération, ça peut changer en fonction de ce qu'on vit dans la vie. Et c'est ça qui peut rendre certaines personnes plus vulnérables. Et nous menons des recherches, surtout maintenant, essayant d'intégrer de tous ces niveaux d'information, génétique, épigénétique, mais marqueurs aussi biologiques, sanguins et aussi données cliniques, pour mieux comprendre ces différences de vulnérabilité, mais aussi la diversité des vulnérabilités de chaque personne. Maintenant, aujourd'hui, nous essayons de participer dans les grandes bases de données nationaux. Par exemple, on contribue à une cohorte French Minds sous l'égide d'INSERM et Fondation Fondamentale, où nous allons rassembler des données génétiques, épigénétiques, mais aussi cliniques, pour regarder comment on peut combiner toutes ces données, mais aussi voir leurs interactions pour identifier les risques suicidaires, mais aussi la diversité de ces risques, pour aller vers la psychiatrie de précision. Par exemple, concrètement, qu'est-ce qu'on peut faire avec ces données? On peut identifier si la personne a un risque génétique, biologique, suicidaire, pour pouvoir adapter le suivi. Ou d'autre côté, déjà, si on identifie une personne à risque suicidaire, on peut regarder s'il y a une voie biologique spécifique impliquée pour adapter, pour préciser le traitement. Donc en psychiatrie, même si ça reste très complexe, mais la génétique, c'est aussi toute la biologie et pour préciser, mais aussi prédire et personnaliser le traitement. Merci beaucoup, Aïsté. Et je vous laisse la parole. Chloé? Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Chloé Magnan, je suis microbiologiste au CHU Nîmes-Carremo, au sein donc, du service de microbiologie et hygiène hospitalière. Donc, nous assurons en continu l'analyse des prélèvements, de différents types de prélèvements des patients pour trouver les agents infectieux face à différents types d'infections. Je suis également co-responsable de notre plateau GEMIC pour génomique microbienne, qui fait partie de notre plateforme MicroNBio au CHU. Donc avec différents biologistes, ingénieurs et bioinformaticiens, nous développons et optimisons des stratégies de séquençage de nouvelles générations afin d'étudier, alors ici on n'étudie pas le génome humain, mais le génome microbien, donc de bactéries, de virus et de champignons, dans un but donc de recherche, mais également étude de microbiote. Et puis là, nous sommes également en train d'essayer de développer d'optimiser de nouvelles technologies pour aider au diagnostic des patients, notamment dans des infections graves et urgentes. Donc ça, c'est pour mes missions hospitalières en tant que microbiologiste, mais je suis également chercheuse donc à l'unité 1047 de l'INSERM, qui s'appelle VBIC, pour virulence bactérienne et infection chronique. Donc avec notre groupe de chercheurs, nous intéressons surtout aux plaies chroniques, notamment les plaies du pied chez les patients diabétiques. Donc au niveau du diabète, ça concerne quand même à ce jour plus de 530 millions de patients dans le monde. Le diabète tue une personne toutes les 5 secondes et une personne est amputée toutes les 20 secondes. Ces amputations, elles sont dues à des plaies que peuvent développer plus d'un tiers des patients au niveau de leurs pieds. Ces plaies auront tendance à s'infecter dans la majorité des cas, et une fois qu'on a des bactéries, leur but aux bactéries, c'est d'aller de plus en plus en profondeur jusqu'à atteindre l'os et provoquer ce qu'on appelle des ostéites. Et à partir du moment où on a des ostéites, il y a un risque bien majoré d'amputation. Donc nous, au laboratoire, on regarde quelles bactéries sont responsables de ce type d'infection, de ces plaies, quelles bactéries évoluent au sein de ces plaies chroniques. On s'intéresse particulièrement au genre staphylocoque. Donc il y a bien sûr le staphylocoque doré, dont vous avez sûrement dû tous entendre parler, qui est bien connu pour sa virulence au sein de ses plaies, mais il existe également d'autres espèces de staphylocoques qu'on appelle les staphylocoques blancs, qui ont longtemps été considérés comme des bactéries qui peuplaient notre microbiote cutané, mais on se rend compte que certaines espèces de staphylocoques blancs sont capables d'être virulentes et donc de provoquer des infections.
Donc, au niveau de ma recherche, je me suis concentrée sur une espèce qui s'appelle Staphylococcus petencoferi. Elle a un drôle de nom. J'ai réussi, grâce à mes collègues français et européens microbiologistes, à collecter plus de 200 souches. Et donc après, c'est là que la plateforme, le plateau gémique rentre en jeu. J'ai pu analyser l'ensemble de leurs gènes, donc leur génome complet bactérien. Et donc à partir de là, j'ai pu étudier l'espèce qui était encore très peu décrite. J'ai pu voir qu'il y avait 2 grands groupes au sein de cette espèce, qu'on appelle des clades, le clade 1 et le clade 2. Et je me suis également aperçue que pour le clade 1, il possédait beaucoup de gènes de résistance aux antibiotiques. Donc on avait des souches, il y a des souches multirésistantes au sein de ce clade A. Et en plus, donc avec cet accès au génome bactérien complet, j'ai pu également mettre en évidence des gènes de virulence bactérienne, notamment des gènes impliqués dans la formation de biofilms. Au sein de ces plaies chroniques, les bactéries, elles aiment bien s'organiser en biofilms, s'agréger entre elles au sein d'une matrice qui leur permet de mieux persister et de mieux résister, de moins être atteinte par les antibiotiques et également de moins être atteinte par le système immunitaire de l'hôte. Donc juste voilà pour vous illustrer que grâce à la génétique, en microbiologie, on arrive aussi à séquencer donc le génome microbien et à pouvoir étudier des bactéries qui, là, en tout cas, Staphylococcus petencoferi peut être considérée comme une bactérie pathogène émergente. Et donc, mieux cibler les traitements, j'imagine. Exactement. Donc après, ça aide aussi à mieux diagnostiquer, déjà parce que ces staphylocoques blancs, ils ont longtemps été un peu ignorés par les bactériologistes et cliniciens, mais là, ça les met en lumière et donc après, une meilleure prise en charge des patients derrière. Merci beaucoup à vous 3 pour ces témoignages. On voit on voit la diversité de vos recherches et la passion commune pour l'innovation. Et on voit surtout que la génétique est partout. Madame la doyenne, qu'est-ce que ça vous inspire? Alors, déjà, petite précision, donc ces 3 jeunes sont tous les 3 médecins, ils ont une activité clinique et ils sont tous les 3 implantés dans un laboratoire de recherche fondamentale. Ça, c'est extrêmement important parce qu'on ne sait pas toujours comment ça fonctionne. Ils expriment à eux 3, c'est un peu pour ça que je leur ai proposé de participer aujourd'hui, 3 très jolis exemples de pourquoi la génétique c'est important. Fabien, c'est les surdités génétiques, c'est la thérapie génique dans la surdité de l'enfant. C'est comment on utilise le traitement du génome pour soigner des enfants qui sont malentendants ou sourds. Et qu'on ne pouvait pas soigner avant, présent. Tout à fait. AST, c'est la génétique sous l'angle de la génomique, l'analyse des gènes, et l'épigénétique, celle qui est l'expression des gènes et sa régulation dans la psychiatrie de précision. C'est à la fois de l'épidémiologie, de la compréhension, et c'est du traitement en fonction de la vulnérabilité des gens du fait de leur patrimoine génétique. Et Chloé, c'est la partie biologique de l'intérêt de la génétique en médecine humaine, puisqu'elle travaille, vous l'avez entendu, sur la virulence et l'antibiorésistance des bactéries à travers l'analyse de leur génome pour essayer de comprendre comment ça marche, d'avoir des outils diagnostiques qui permettent de prédire la virulence et l'antibiorésistance d'une bactérie, donc de l'appliquer directement à l'homme. Donc ils décrivent tous les 2 à leur façon, cette façon dont la médecine grandit en fait avec le temps et peut être appliquée à la fois à la compréhension, à l'évaluation et au traitement des patients. On comprend rapidement, même sans être médecin, à quel point vos recherches sont prometteuses et toutes ces voies ouvertes par la génétique. Au-delà des avancées scientifiques, quels sont selon vous les principaux obstacles pour ces jeunes médecins chercheurs qui s'investissent dans la recherche à l'hôpital? Peut-être que l'un de vous veut répondre et ensuite Madame la doyenne. Oui, après ça dépend, hein, mais en tout cas, ce que au niveau de justement obstacles, c'est majoritairement un manque de temps, parce qu'effectivement, on a, comme vous l'avez dit, 3 casquettes: enseignement aux médecins, nos travaux de recherche et également toute notre casquette à l'hôpital, notre rôle à l'hôpital. Et parfois, c'est un peu dur d'arriver à tout faire, mais bon, ça s'apprend. Là, on en a un stade où on a passé notre clinica et on arrive à s'organiser.
Moi, je peux ajouter ce qui pour nous peut-être des fois semble évident dans notre quotidien, mais c'est aussi il faut obtenir des financements parce que la recherche ça se passe pas comme ça. Quand on a d'argent, on peut faire ce qu'on veut. Il faut écrire des projets, les soumettre, obtenir des financements pour pouvoir réaliser nos projets. Et ça peut prendre des fois plusieurs années pour obtenir un financement pour une idée. Et des fois même l'idée ça peut changer pendant ce temps-là, mais il faut tenir quand même l'idée initiale. Donc c'est toujours aussi cette recherche des financements. Quand on sait dans la politique, par exemple, actuelle des États-Unis, il y a des grands problèmes aux chercheurs là-bas. Et en France, on est un peu plus épargné de ça, mais ça reste quand même un défi. Oui, moi, pareil, je rejoins Chloé sur la notion de temporalité. Donc, évidemment, il y a des problèmes d'agenda pour arriver à tout faire, mais après aussi, ce qui m'avait surpris, c'est le fait de se rendre compte qu'en tant que médecin, on a envie d'aller vite, de développer de nouveaux traitements rapidement, de se dépêcher pour les patients. Et en fait, la recherche, c'est aussi un autre timing. Donc, il faut arriver aussi à comprendre qu'elle a besoin de temps, que c'est pas forcément la même dynamique, et qu'il faut arriver à faire communiquer ces deux mondes, la partie fondamentale au labo, et ensuite la partie clinique où on est au contact des patients, et de faire le lien un peu entre ces différents domaines, quoi. Madame la doyenne. Alors, quand je les écoute, ils disent les choses différemment. Je vais les dire encore différemment pour dire que ces carrières hospitalo-universitaires, elles sont précieuses, que ces jeunes, ils sont précieux et que la question de l'attractivité des carrières hospitalo-universitaires est au cœur du dispositif et de nos préoccupations actuelles. Ça veut dire qu'il faut qu'on soit capable d'entendre ce que vous dites, c'est-à-dire que ça fait beaucoup de choses dans une vie, donc il faut qu'on vous accompagne sur l'organisation de la construction de votre carrière pour qu'il y ait des moments où on va essayer peut-être plus de recherche, plus de clinique ou plus d'enseignement, pour pas que vous ayez une charge de travail excessive et qu'on continue à faire briller ces carrières hospitalo-universitaires qui sont très importantes. Ça, c'est le premier message. Et le deuxième message qui était exprimé également, c'est la complexité de la recherche médicale en France actuellement, plutôt biomédicale, donc très générale, avec la complexité. AST, vous parlez de l'obtention des crédits, mais il y a aussi des éléments organisationnels, il y a une temporalité qui est infinie pour monter des projets de recherche qui protègent tout le monde, y compris les patients, mais qui parfois est un peu lourde aussi et sur laquelle il y a des réflexions nationales qui dépassent le cadre de ces 3 personnes à avoir. Merci. Donc, quelles évolutions ou réformes seraient nécessaires selon vous pour mieux accompagner ces vocations et ces innovations? Peut-être, je ne sais pas qui veut répondre, ou vous. De quoi auriez-vous besoin? Je peux faire une suggestion rapide, on continue avec le doyen, simplification des charges bureaucratiques ou aide avec la charge bureaucratique, parce que quand on débute, ça peut être une chose qui semble insurmontable, surtout pour nous qui débutent. Rassurez-vous, c'est pas que dans la recherche et la médecine, mais oui. Après, par rapport à mon domaine, essayer de voir aussi qu'il y a des nouveaux métiers. Donc, moi, je suis microbiologiste, mais il y a des nouveaux métiers qui émergent face à ces nouvelles technologies de génomique. Donc, on se retrouve avec beaucoup de données à analyser. Et donc, il faut aussi prendre conscience qu'il y a des métiers d'ingénieurs, de data scientists ou également des bioinformaticiens qui sont essentiels pour nous aider également à interpréter, à mener ces recherches et à interpréter les résultats. Donc, c'est vraiment un dialogue qu'on a entre, en tout cas, dans notre recherche entre ingénieurs, biologistes et data scientists. Merci. Allez-y, je vous en prie. Alors, vous avez très bien dit les choses. Je rajouterais que la préciosité de ces carrières hospitalo-universitaires renforce l'idée qu'il ne faut pas multiplier les facs de médecine. Il faut au contraire avoir des grosses facs de médecine dans des grands écosystèmes universitaires et de chercheurs. Pour jouer ce que tu expliques, Chloé, c'est l'interdisciplinarité qui est majeure, qu'il faut faire évoluer le système au national sur les aspects bureaucratiques. Aïsté, je te rejoins complètement. Et d'une façon plus globale, sur le sujet des carrières hospitalo-universitaires, on a un problème de nombre et de postes. Pour pouvoir faire briller les carrières et leur donner le temps, il faut aussi qu'ils soient un petit peu plus nombreux. Et donc, il y a tout un tas d'éléments sur lesquels il faut qu'il y ait des réflexions nationales.
Ça, j'en parle en tant que présidente. Voilà. Justement, sur ces carrières hospitalo-universitaires, vous êtes une grande promotrice de l'égalité femmes-hommes, et notamment dans les postes à responsabilité, puisque dans le corps médical, je crois qu'il y a une certaine parité, et notamment aujourd'hui, il y a plus de jeunes médecins femmes qu'hommes, il me semble. Alors, comment favoriser la place des femmes dans ces carrières hospitalo-universitaires? Et je m'adresse notamment à vous. Quel est le frein? Puisque il me semble que vous expliquez que pour ce poste de doyenne, le principal frein avait été vous-même, de vous interdire un petit peu. Alors là, on est très paritaire. En fait, on n'est pas paritaire. On est presque pas paritaire là. Bon, quelques chiffres, hein, vous l'avez dit, les médecins, c'est 50% de femmes maintenant en France, tout confondu. Au niveau des hospitalo-universitaires, sur les postes de professeurs des universités, on est à 25% de femmes seulement. Je ne suis pas militante. C'est très peu. Je suis engagée, mais je ne suis pas militante. Mais pour autant, c'est très peu. On est à un quart et ça fait un moment qu'on est toujours à un quart. Au niveau des doyennes, on est autour de 20%, je crois 25%, c'est un peu pareil. Puis au niveau, par exemple, de l'Académie de médecine, je crois que c'est 17% de femmes. Donc c'est clair que sur l'accession des postes à responsabilité, il y a moins de femmes que d'hommes. Les raisons, ils sont multiples. Moi, je peux parler de ce que je connais, de ce que je vois. Déjà, il y a des éléments éducationnels. Il y a des éléments dans l'implicite sociétal. Il y a des questions autour des modèles qu'on peut avoir. Et juste dire que le plafond de verre, c'est quelque chose qui existe pour de vrai. Et dans les éléments qui sont forts également, on a dans nos éducations, en tout cas sur ma génération, et j'espère que vous, mesdames, vous serez différentes, je le crois d'ailleurs, on a des éléments éducationnels qui font que on ne se projetait pas, en tout cas moi je ne me projetais pas dans une fonction de doyenne jusqu'à ce que je comprenne que j'avais envie de le devenir et que je pouvais le devenir. Et c'est comme ça que je suis devenue d'ailleurs. D'accord. Merci beaucoup. Je voudrais maintenant vous demander, Chloé, Aïsté et Fabien, quel conseil vous auriez envie de donner, si vous avez un conseil à donner à un jeune médecin qui voudrait s'engager sur cette voie de la recherche hospitalière? De ne pas hésiter à commencer tôt. En fait, le cursus en recherche, ça peut se commencer durant les études de médecine. Il y a la faculté, elle permet aux étudiants de commencer à faire un master 1 de recherche en parallèle des études de médecine de l'externat, et puis ensuite un master 2 éventuellement durant l'internat. Moi, c'est ce que j'ai fait. Et effectivement, ça prend du temps. C'est des choses qui sont longues à apprendre, mais plus on commence tôt, plus on baigne dedans tôt, en fait, plus les choses après se font naturellement. Merci. Aïsté? Moi, j'ai un parcours un peu moins traditionnel. Je viens d'un autre pays, en fait, pour faire une thèse de sciences ici en France. Donc, mon conseil, c'est surtout suivre sa passion. Si la recherche vous passionne, si un sujet vous passionne, à chercher des moyens à trouver un poste, à trouver un collaborateur, trouver un mentor surtout, qui croit en vous et avec qui vous pouvez avoir ce plaisir de faire la recherche, qui est surtout pour nous le grand plaisir, je pense, pour nous tous les trois. Et vous, Chloé? Oui, je vais rejoindre un peu ce que nous a dit Fabien. Effectivement, donc, en médecine, on a la chance d'avoir des unités d'enseignement spécifiques qui nous permettent de valider un Master 1 et surtout de découvrir la recherche que j'ai suivie également pendant mon cursus. Et maintenant, j'enseigne dans certaines de ces unités d'enseignement où on essaye de parler effectivement de ces nouvelles technologies, de ces techniques de génomique, de appliquer à la santé. Tu nous parlais d'arriver à faire de la médecine personnalisée grâce à ces nouvelles technologies. Donc c'est un premier. Ça permet aux étudiants déjà de toucher le milieu de la recherche. Ils font un petit stage aussi, de voir si ça leur plaît ou pas et de continuer ensuite. Et vous êtes tombé dedans pendant vos études, ou vous avez toujours voulu faire de la recherche en médecine à l'hôpital, ou c'est au cours de vos études? Pour le coup, j'ai eu la curiosité de m'intéresser à la recherche, donc j'ai fait ce master 1 en double cursus. Et par rapport à ma spécialité de biologiste médicale, je voulais absolument me spécialiser dans les microbes. Ça me tenait à cœur pour pouvoir, vu que j'ai pris goût à la recherche et que maintenant c'est ce que nous disait Aïsté, c'est des métiers passion, je préfère rester en CHU pour pouvoir mener à bien mes travaux de recherche également.
Merci beaucoup à tous les trois. Avant de passer aux questions dans la salle, Madame la doyenne, quel message souhaitez-vous transmettre à l'ensemble des personnes présentes aujourd'hui pour encourager une dynamique collective autour de la génétique et de la médecine hospitalière, universitaire? C'est pas une question facile. J'ai 12 millions de messages. Les messages aux jeunes déjà, puis il y a peut-être des étudiants dans la salle, c'est allez-y. C'est allez-y parce que c'est des très belles carrières et avoir la capacité quand on est en 2025 de mener une double carrière comme vous le faites et de vous engager dans des travaux extraordinaires qui brillent et qui font vraiment bouger les lignes, c'est une chance fabuleuse, c'est une chance que vous avez travaillé et donc il faut y aller. Et après, ce que je peux dire ici, c'est juste redire à quel point en France, on a un système de formation médicale et on a un système de recherche biomédicale qui est certes pas parfait, mais qui a un très beau système et qu'il faut faire attention à le préserver. Tout ce que vous voyez là, ils sont 3, ils sont une quarantaine dans la fac actuellement. C'est vraiment ce qui dessine les contours de ce qui va se passer dans les années qui viennent. C'est extrêmement précieux. Et donc, il faut qu'on sache préserver ce système-là. Merci beaucoup. On vous applaudit. Merci à tous. Merci Mathilde et merci beaucoup à nos 4 intervenants. Je propose donc que nous prenions vos questions ou vos réactions. Je vois plusieurs mains déjà se lever. On va commencer peut-être par le 3e rang. Je vous indique également que nos intervenants seront disponibles donc à l'issue de cette session au premier étage. Donc vous pourrez leur poser des questions ou poursuivre les échanges. Mais donc on vous écoute pour votre question. Oui, bonjour, merci beaucoup. Et j'aurais une question à Fabien Blanc. Oui. Il se trouve que le 30 juillet dernier, une de mes nièces a eu des jumeaux homozygotes et un des deux a une oreille qui n'est pas formée. Il va être appareillé et de par vos études, je voulais savoir si ça pouvait être réversible. Merci beaucoup. Homozygote en 2 mots, docteur Blanc. Alors, homozygote, ça peut sous-entendre effectivement une cause génétique, mais j'ai entendu aussi malformation d'oreille. Donc moi, dans les surdités sur lesquelles on travaille, qui sont des causes génétiques traitables, en général, il n'y a pas de malformation associée. Donc en fait, c'est ce qui est difficile à comprendre initialement, c'est que les traitements actuellement, les thérapies géniques pour l'instant concernent un gène responsable d'une surdité sur 150 et que pour l'instant la majorité des surdités, même si elles sont génétiques, ne sont pas pour l'instant traitables. Donc a priori, effectivement, pour l'instant, c'est un cursus de réhabilitation auditive classique qui serait le plus indiqué. En sachant, madame, qu'il est très difficile de répondre à des questions particulières sur des sessions comme celle-là. Donc, difficile de faire un diagnostic, tout à fait. Est-ce qu'il y a une autre question? N'hésitez pas à lever la main. Oui, monsieur, le micro arrive vers vous. Merci. Oui, je pense à une entreprise américaine de Floride. Qui travaille justement sur le rétablissement de l'audition. Est-ce que vous travaillez avec ce genre d'entreprise qui intervient, je crois, sur la cochlée, sur le fait de faire repousser les cils de la cochlée ici Est-ce que vous travaillez avec ce genre de recherche américaine? Voilà. Voire internationale. La question peut se poser d'ailleurs à tous les 3. Mais docteur Blanc? J'ai des collaborations en France, mais pas en Floride, aux États-Unis. Il y a effectivement beaucoup de boîtes de biotechnologie qui essayent de mettre au point des traitements, mais je ne connais pas précisément non plus cette entreprise. Merci beaucoup. Et peut-être Aïsté et Chloé, est-ce que vous travaillez aussi à l'international ou est-ce que vous avez cette volonté en attendant de prendre une 3e question? Pour ma part, oui, j'appartiens au groupe de travail des staphylocoques au sein de la Société française de microbiologie et également au niveau
du groupe de travail sur les staphylocoques, mais au niveau européen, au sein de l'ESCMID. Et comme je vous l'ai dit, en tout cas pour Staphylococcus pettenkoferri, c'est grâce à l'aide de microbiologistes européens et français qui m'ont envoyé leurs souches, qui m'a permis de mener mes travaux sur ce sujet. Merci. Moi, j'ai fait partie de plusieurs groupes. Merci. J'ai fait partie de plusieurs groupes de travail partout en Europe et dans le monde sur la psychiatrie. Même demain, j'interviens dans un groupe de collège de neuropsychopharmacologie européen sur les dimensions des dépressions parce qu'on veut personnaliser les parcours des personnes en dépression. Sur psychoneuroimmunologie aussi, nous avons des collaborateurs, nous avons soumis un projet pour aussi personnaliser les interventions, mais aussi la stratification des conduites suicidaires avec une équipe allemande. On a plusieurs. Psychiatrie, c'est un domaine fascinant pour des collaborations internationales parce qu'en fait, il faut des bases de données très importantes et si on est seul, on n'arrive pas, on va beaucoup plus loin si on collabore en psychiatrie. Merci beaucoup également pour ce message. Une autre question? Oui, de ce côté-ci. On vous écoute, monsieur. Oui, merci pour les présentations. J'ai une petite question concernant le savoir et le partage des connaissances. Je prends l'exemple de l'INSERM. Alors, l'INSERM, je ne sais plus, il y a plus d'une centaine de maladies auto-immunes. Est-ce que vous êtes refermé sur vous-même ou est-ce que vous partagez ça tous les jours avec tous les INSERM du monde entier? Sur le plan des diagnostics génétiques, par exemple? Sur le plan des découvertes. Oui, la science se fait évidemment en étant ouvert, en publiant ses résultats, en communiquant avec, bien sûr, avec les chercheurs du monde entier et avec le grand public. La science, elle est internationale actuellement. En tout cas, on essaye de la garder internationale. C'est pas forcément très facile dans le contexte actuel avec les difficultés outre-Atlantique qu'on connaît. En revanche, la majorité des grandes équipes de recherche dont ils font partie ont des collaborations internationales. L'Université de Montpellier a des collaborations internationales et on a énormément de collaborations avec l'INSERM. Localement, les 75 laboratoires de recherche qui sont sous tutelle université ou INSERM sont des unités mixtes de recherche qui sont université et INSERM. Donc le réseau scientifique est extrêmement puissant et change beaucoup. Merci beaucoup. Une question au fond de la salle, on vous écoute. Vous avez le micro. Très bien. Merci beaucoup pour très belle présentation. J'ai deux questions un peu naïves, peut-être un peu provocateurs. Ayant fait moi-même le postdoc ici, cette cumul faire internat en même temps qu'un master, être praticien hospitalo-universitaire, un postdoc scientifique, il n'a que le salaire scientifique, hospitalo-universitaire, il peut avoir 2 salaires. Donc on trouve avec accès numérique, ma question c'est quelle influence on a aujourd'hui avec les nouvelles technologies et accès partout. Et ma deuxième partie sera pour la doyenne. Merci beaucoup et je salue la qualité d'études médicales en France. Et on est effrayé que les étudiants qui n'arrivent pas à passer concours ici vont étudier dans différents pays qui n'ont pas les mêmes moyens, notamment peut-être Roumanie pour la cité, revient ici sans encore remise à niveau. Donc en fait, on voit une influence des nouvelles technologies qu'on sens d'ignorer. Un médecin peut devenir chercheur plus rapidement qu'avant. Donc, un médecin, il a déjà son salaire. Un postdoc n'aura même pas ça. Et donc, remise au niveau, garder la qualité d'ici, mais actuellement, ce n'est pas le cas. On va dans les pays où on n'a pas le concours, on paye et on revient en tant que médecin. Merci beaucoup. Alors, il y a beaucoup de choses dans ce que vous dites, madame. Sur la première partie, les situations hospitalo-universitaires souvent se bâtissent sur une carrière où au début de l'histoire, le Master 2 scientifique, il ne se fait pas pendant l'internat, mais c'est une année en plus au cœur de l'internat. Fabien a fait ça. C'est-à-dire qu'ils prennent une année pour s'impliquer complètement dans des activités de recherche. Et pareil, la thèse de science, donc le doctorat, très souvent nécessite une interruption de la carrière parce que la mener en même temps qu'un poste, même si c'est un poste hospitalo-universitaire, c'est souvent difficile. Donc, quand on devient hospitalo-universitaire, on a une double casquette, mais pendant la construction de l'épreuve de titre scientifique, il y a souvent des interruptions sur ces carrières-là pour pouvoir intégrer
des laboratoires de recherche de façon très sérieuse et très authentique pendant le cursus. Ça répond en partie à votre question, je pense. Et sur la deuxième partie, des étudiants qui partent se former à l'étranger dans des pays qui ont peut-être moins les moyens de les former ou des formations qui sont très différentes de ce qu'elles sont en France. C'est une question qui est rémanente actuellement dans le débat public. En tant que doyenne, puis au sein de la communauté des doyens, nous, ce qu'on exprime, c'est qu'en fait, les jeunes qui ont été formés ailleurs en Europe, ils peuvent revenir en France à la fin de leur 6e année d'internat pour passer les épreuves qui sont les épreuves communes avec les étudiants en médecine et pour un jour devenir interne puis médecin en France. Revenir avant, pendant le cursus, ça veut dire effectivement qu'il faut des remises à niveau. C'est des choses qui sont possibles en France déjà maintenant, mais qui sont assez peu fréquentes parce que juste les facs de médecine sont déjà pleines et on n'arrive pas à accueillir tout le monde. Ça répond peut-être en partie à votre question. Merci beaucoup. Alors on va prendre une dernière question, s'il y en a une. Sinon, je vais me permettre d'en poser une, alors qui est un petit peu plus générale, mais qui concerne les délais de recherche d'une mutation génétique. Ça peut prendre des mois, voire des années. Est-ce qu'on a un espoir que ces délais puissent, demain, à moyen terme, être plus courts? Ça, c'est une question qu'il faut poser à un généticien. Oui. Moi, je n'ai pas la prétention d'y répondre parce que je ne suis pas généticienne. Et je pense que la représentation qui est là sont des médecins qui ne sont pas généticiens à la base, qui ont des projets génétiques. Mais ça peut être un projet. Voilà, tout à fait. Mais en tout cas, eux, ils utilisent la génétique au service d'une autre spécialité. Je ne sais pas si tu as été confronté à des recherches de mutations dans le cadre de la surdité, peut-être. Oui, ça fait des progrès malgré tout. Ça va de plus en plus vite. Il y a effectivement quand même parfois quelques mois de délai. Mais effectivement, je peux pas... Il y a évidemment encore des progrès à faire. Mais... Eh bien, écoutez, formidable. Mathilde? Moi, j'avais une dernière question. Est-ce que vous utilisez l'intelligence artificielle aujourd'hui dans vos recherches? Oui, de plus en plus, surtout pour des modèles psychiatriques, des prédictions. On ne peut pas vraiment s'en passer sans. Donc, on utilise de plus en plus des modèles qui intègrent beaucoup de données différentes, comme génétique, épigénétique, marqueurs biologiques, exposome. Exposome, ça veut dire exposition, c'est ce qui se passe dans notre vie, pour intégrer toutes ces données, pour avoir un peu de ce qui se passe dans toutes ces données, ce qui est vraiment pas possible avec la voix humaine, parce qu'on a des centaines, milliers de fois de personnes dans une échantillon. Merci beaucoup. Merci beaucoup. On vous applaudit vraiment tous les quatre. Merci beaucoup également Mathilde, qu'on applaudit également. Et donc on se retrouve dans quelques minutes pour notre prochaine conférence qui va être consacrée à la santé des femmes et donc à la nutrition et au bien-être à la ménopause. Merci beaucoup et à tout de suite.